secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a nommé récemment l'Allemand Martin Klober comme nouveau représentant spécial en RDC. Cet ex-directeur de cabinet de l'ancien ministre allemand des Affaires étrangères Joschka Fischer remplace l'Américain Roger Miss. Écoutez ce reportage du correspondant de La Voix de l'Amérique à Goma, Primo Pascal Rudaigwa. Roger Miss lui-même regrette de quitter la République démocratique du Congo sans que la paix revienne dans l'est du pays. Il l'a dit à Goma lors de son dernier séjour. J'approche la fin de mon mandat avec beaucoup d'émotions, mais d'émotions mixtes aussi. Bien évidemment, je suis déçu par le fait qu'on n'a pas encore établi la paix durable, la sécurité pour toute la population de Nord Kivu et toute la population de l'Est du Congo. Pour certains analystes politiques, la solution au problème congolais n'est ni celle de Roger Miss ou de la communauté internationale. La preuve en est que la ville de Goma est tombée entre les mains des rebelles en présence de la MONUSCO. Rubens Mikindo, acteur politique de l'opposition au Nord Kivu. La solution ne viendra pas de New York, de n'importe où. La solution viendra de nous les Congolais. À partir du moment où nous allons comprendre que nous avons une nation qu'il faut défendre, et il faut le défendre, c'est-à-dire le nationalisme passe par le respect d'abord de la personne humaine. Pour le professeur Godefroy Kamana, les Congolais doivent savoir que leurs problèmes les concernent au premier plan et non à Roger Miss. Sortir du chaos, de la crise, doit être un pays capable de mobiliser l'ensemble de ses forces de créativité, avec ces forces de créativité, de se donner un destin et d'ouvrir la voie de l'avenir. Et cela, nous ne pouvons le faire qu'en construisant un Congo, des Congolais capables d'être eux-mêmes la solution aux problèmes de leur pays. Toutefois, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, estime que Roger Miss a fait un travail impeccable durant son mandat. Messieurs les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, les populations de la RDC en général et celles du Nord Kivu en particulier retiendront de vous l'image d'un homme engagé dans la recherche de la paix, au sens des responsabilités trop élevées, assidu au travail et prêt à se sacrifier. Ces qualités vous ont permis de remplir loyalement et avec brio vos nobles tâches consistant à conduire une mission de paix en RDC, un pays en proie aux conflits armés de tout genre, surtout dans sa partie est. Goma, Primo Pascal Rudaigwa, La Voix de l'Amérique. À présent, des témoignages de la rubrique 100 citoyens journalistes en RDC. Lubumbashi Narval Mabila, c'est depuis vers 4 heures du matin, les dimanches, qu'un affrontement a été signalé aux environs du village Shindaika, à 20 km du centre-ville de Lubumbashi, entre les FARDC et les Bakatakatanga. Selon les habitants de la commune de la Rouachi, les armes ont retenti jusque vers 8h30. C'est en catastrophe que certains habitants du village Shindaika et ses environs ont pu atteindre le quartier 6 de la commune Rouachi. La situation est confuse sur terrain par manque de communication, mais les blessés de ces affrontements ont été acheminés à l'hôpital militaire. Le bilan jusqu'au soir du dimanche est un tabou. Ernest Mouero, citoyen journaliste dans la province du Sud-Kivu, dans les territoires de Fizi. Un voleur à main armée soupçonné d'avoir participé au pillage d'un véhicule de marque Fuso qui quittait Mississi en direction d'Ouvira est aux arrêts au cachot des forces armées de la RDC à Mboko. Ces pillages s'étaient opérés au début de la semaine avec comme bilan $800 américains ravis aux passagers. À Ouvira, les forces de sécurité ont arrêté jeudi 14 mars à la frontière de Kanvivira un véhicule de la MONUSCO contenant plus de 40 cartons de boissons fortement alcoolisées, boissons localement appelées BT, emballées en sachet. Le chauffeur d'origine kenyane qui se faisait passer pour un Congolais vient d'être rapatrié dans son pays. Le véhicule a été remis à la mission des Nations Unies en RDC et les 50 cartons de BT saisis au parquet d'Ouvira. Toujours à Ouvira, 4 présumés coupeurs de route sur l'axe routier Ouvira-Bukavu sont aux arrêts depuis le jeudi 21 mars à Kiliba. Ce sont les éléments de l'armée loyaliste qui les ont arrêtés avec en leur possession 2 armes AK-47 et des cartouches. Selon nos sources, ces hors-la-loi viennent d'être transférés à l'auditorat militaire d'Ouvira. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Morts et 20 blessés, c'est le bilan provisoire des affrontements qui ont eu lieu hier entre les miliciens indépendantistes Kata-Katanga et les militaires loyalistes congolais dans la périphérie de Lubumbashi dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Des coups de feu ont également été entendus en début de soirée dans la commune de Rouachi. Le point avec notre correspondant à Lubumbashi, Lucien Kaozi-Kocha. Dans le village Shindaika, village situé à 17 km au nord de Lubumbashi. Selon plusieurs témoins, la police du village, soutenue par l'armée,
ainsi que les militaires de garde présidentielle ont repris le contrôle de Chindaïka vers 13h locales. Des sources militaires, 7 rebelles ont été tués et plusieurs d'autres se sont faits prisonniers. D'autres sources proches des Nations Unies avancent plutôt les chiffres de 17 morts et 20 blessés parmi les belligérants. Toujours hier dimanche, vers 20h, les coups de feu ont été entendus dans la banlieue de Lubumbashi, près de l'aéroport. Contacté par la BBC, le bourgmestre de la commune Rouachi, l'une des 7 communes de la ville de Lubumbashi, commune voisine du lieu de combat, a affirmé que 2 personnes ont été blessées par de balles perdues, dont un enfant de 13 ans. Des couvre-feux sont en train d'être organisés dans des quartiers jugés suspects. Les autorités invitent la population au calme et à vaquer à leur occupation car la situation est sous contrôle. Ces rebelles qui revendiquent l'indépendance du Katanga ont multiplié depuis quelques mois des attaques sporadiques à travers la province, causant ainsi plusieurs dégâts matériels et des pertes en vies humaines. De Lubumbashi, Lucien Kaozikocha pour BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo maintenant, des membres de la société civile de Kinshasa appellent à la libération de 12 défenseurs des droits de l'homme accusés d'association de malfaiteurs proche du mouvement du M23 dans la province de Bandundu, dans l'ouest du pays. Des accusations qualifiées de fallacieuses par 7 ONG qui ont mené une enquête pour vérifier leur statut. Celle-ci pointe du doigt le gouverneur de la province, Jean Kamisendou, à qui elle reproche d'instrumentaliser la justice. Le point sur l'affaire dans ce reportage du correspondant de la Voix de l'Amérique à Kinshasa, Cyril Milandou. Les 12 membres de la société civile ont, au début de ces dossiers, été présentés comme des acteurs politiques par les autorités de la province de Bandundu. L'enquête menée par les 7 ONG des droits de l'homme de Kinshasa a confirmé le contraire, a dit Maître Georges Kapiamba, l'un des membres de la délégation. Ce sont tous des membres d'une organisation de défense des droits de l'homme. Nous avons eu accès à leur statut, règlement intérieur, à autant de documents et nous avons discuté même avec plusieurs bénéficiaires de leurs actions sur terrain. Nous avons constaté qu'ils sont des défenseurs des droits de l'homme. Ils sont affiliés à aucun parti politique. Donc, ceux qui continuent à propager ces bruits veulent seulement ternir l'image des marques de cette association qui travaille très bien, sans moyens importants, avec le soutien un peu de l'Église catholique, mais qui fait réellement du bon travail. Condamné en première instance à 20 ans de prison, après appel en deuxième instance, les peines ont été ramenées de 5 à 12 mois. L'un des avocats qui a assisté les 12 condamnés explique que cette sanction vise à les faire taire. Maître Papi Nyango. Le procès n'a pas été équitable. Le procès a été, il faut dire, unique en son genre, où le magistrat terminait leur audience et allait percevoir l'argent de la part du gouverneur qui n'était même pas parti au procès, mais au moins qui était présent. La condamnation, tant dans son volet pénal que dans son volet civil, a pour objectif, dans le cas de 12 défenseurs de droits de l'homme de Bandundu, à les museler. C'est ça la vraie sanction. Un autre membre de la mission d'enquête révèle que de sérieux problèmes des droits de l'homme se posent dans la province de Bandundu. Maître Jacob Baluichi. Dans la province, effectivement, il y a des problèmes sérieux de droits de l'homme. Il y a par exemple aujourd'hui, ce dossier-là en lui-même démontre que non, voilà, on est passé par toutes les violations possibles. Exercice des libertés publiques, arrestation arbitraire, torture, mauvaises conditions de détention et tout. Nous avons constaté, relevé des cas là-bas, par exemple des gens qui ont fait plus de 2 ans en attente d'un procès. Ou des gens dont le procès avait commencé, mais qui a été interrompu pour des raisons obscures et qui n'a jamais repris, mais qui continue à croupir là-dedans. Nous avons des mineurs qui sont détenus avec des adultes. Il y a des mamans accompagnées des bébés qui sont là-bas, ce qui est déjà assez grave et dans des conditions assez exécrables. Et cette prison-là n'a attendu que la venue de la vice-ministre aux droits pour qu'on puisse faire semblant de badigeonner les murs, de changer des couleurs et puis de changer la literie. Des comportements assez déplorables dans un pays qui se veut un état de droit. Des organisations de la société civile de Kinshasa recommandent au gouvernement congolais de faire libérer les 12 défenseurs des droits de l'homme sans condition. Depuis Kinshasa, Cyril Milando pour la Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
En République démocratique du Congo, les mandats de 6 députés de l'Assemblée nationale ont été invalidés au cours d'une plénière samedi dernier. On leur reproche leur absentéisme récurrent. À Kinshasa, la décision crée polémique. Personne ne conteste leur absentéisme, seulement 5 d'entre eux sont tous issus des partis de l'opposition, notamment Félix Tshisekedi, le fils d'Étienne Tshisekedi, opposant historique qui revendique la victoire aux dernières élections. Son parti, l'UDPS, appelle au dialogue national depuis plusieurs mois. Les précisions de Maud Julien. L'Assemblée nationale congolaise a voté en majorité pour l'invalidation des mandats de 5 députés de l'opposition qui n'ont pas assisté à une seule session parlementaire en plus d'un an. Emmanuel Adari Ramazi est député de la majorité présidentielle. Il a voté en faveur de cette motion. Nous avons des collègues députés. Depuis que nous avons été élus, ils n'ont jamais fait leur apparition à l'Assemblée nationale. Mais curieusement, ces députés-là, ils touchent malheureusement de manière indue leurs émoluments. Mais pour Félix Tshisekedi Tshilombo, le fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, qui fait partie des 5 députés expulsés de l'Assemblée, cette motion s'adresse à lui. Son parti, l'UDPS, a remporté plusieurs sièges aux élections parlementaires de novembre 2012, mais tous les élus de sa formation boycottent les sessions parlementaires. Je sens que c'est moi qui suis visé par cela, à côté des 4 autres qui soit sont en prison pour Diomi ou absents du pays. C'est moi qui le vise à cause de mes déclarations. Et donc ça démontre que l'appel au dialogue qu'ils font est un appel hypocrite. Parce qu'en réalité, ce que je dis, moi, c'est le retour à la vérité des urnes. Et s'ils ne sont pas capables de l'entendre pendant qu'on est comme ça assez loin, comment est-ce qu'ils pourront l'entendre quand on sera dans un dialogue ? Mais donc sur la décision elle-même d'interdire de siéger quelqu'un qui est absent, vous trouvez ça normal? Normal dans un contexte normal. Or ce contexte, il est particulier. Ça aurait été normal si nous étions dans un contexte normal. Mais je dis d'emblée ici que dans un contexte normal, je n'aurais pas boudé mon siège. J'aurais été siégé. Mais là, je préfère ne pas siéger parce que c'est aller cautionner la tricherie qui a eu lieu en novembre 2011. Les 5 postes restés vacants devront être remplis par les suppléants des différents élus ou à défaut les 2e suppléants. Si aucun des 2 suppléants ne se présente aux sessions parlementaires, il faudra organiser des élections législatives partielles. À Kinshasa, Maud Julien pour BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo. Des milliers d'enfants sont exploités dans les sites miniers et par les groupes armés dans la province du Katanga. Les défenseurs locaux des droits de l'enfant ont appelé les autorités à leur venir en aide. Le chef de service du genre, de la famille et de l'enfant du district de Tanganyika, dans le nord de la province, Fatouma Kamwana, avance des chiffres alarmants. Plus de 2000 enfants sont dans les groupes armés à Kiyambi, Chamwana et Manono, ajoutant déplorer des cas de viol sur des petites filles. Environ 5000 enfants sont utilisés dans les sites miniers d'exploitation artisanale. Le point avec Emmanuel Umpula Nkumba, président de Action contre l'impunité pour les droits humains à Lubumbashi. On retrouve les enfants dans les mines au Katanga. Le nombre est très important dans toute la chaîne de la production. Ça signifie de l'extraction du minerai, du transport, jusqu'au lieu de la vente. D'abord, les enfants ne sont pas autorisés à pouvoir travailler et on les retrouve dans les mines. En plus de ça, quand on essaie de voir les conditions dans lesquelles ces enfants travaillent, ce sont des conditions très, très, très minables et qui sont vraiment déplorables. Et au-delà de ça, on peut parler de ce que ces enfants-là gagnent en termes de revenus. Les enfants sont exploités. Après toute une longue journée de travail, vous allez trouver que à la fin, l'enfant a 500 000 francs, que ce soit au sud ou au nord du Katanga. En termes d'âge, je dirais même de 0 à 17 ans. Parce que vous avez par exemple les femmes qui vont travailler dans les mines, qui sont accompagnées par leurs enfants, qui participent d'une manière ou d'une autre, ou qui jouent à côté de leur maman. Et quand vous voyez les conditions dans lesquelles les enfants travaillent, c'est vraiment pénible. Dans la province du Katanga, il y a environ plus de 2000 enfants également qui sont enrôlés dans les groupes armés. On parle notamment de Kiyambi, Chamwana et Manono. Quelle est leur situation à ces enfants ? La situation n'est pas différente parce que ce sont les enfants qui sont exploités. Comme je l'ai dit, dans le cas des mines, le travail qu'on leur demande de faire dépasse de loin leurs capacités. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux enfants qui sont utilisés par les groupes armés
notamment par le mouvement Moudaï. Alors les autorités ont d'ailleurs précisé que la plupart des filles qui sont dans des carrières minières sont des filles mineures qui sont engrossées avant l'âge. Qu'est-ce qui est fait exactement pour venir en aide, secourir ces enfants et ces filles? Du côté des ONG, il y a quand même des actions qui sont initiées dans les sens, tout comme du côté des autorités. Mais je dois avouer que quand on essaie de comparer les degrés d'engagement par rapport aux problèmes, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Il faut essayer de rétablir l'autorité de l'État dans les zones en conflit, parce que c'est ça le véritable problème. Moi, j'ai été dans ces zones-là. C'est difficile d'y vivre parce que on a l'impression qu'il y a carrément absence de l'État. Et donc, ce sont des groupes armés, des mouvements Maïmaï qui font la loi. Pour moi, la première recommandation, c'est qu'on puisse rétablir l'autorité de l'État dans ces milieux. Et des deux, il faut qu'on s'attaque aux causes, qu'on essaie de pacifier ces milieux. Et des trois, il y a aussi la question liée à la situation économique de beaucoup de familles qui vivent dans des conditions très pénibles. Donc il faudra travailler pour améliorer la situation économique de beaucoup de familles. Cela va empêcher à ce que les enfants puissent se retrouver dans les mines au lieu d'être à l'école ou bien d'être enrôlés dans les groupes armés. Emmanuel Umpulan Kumba, président de Action contre l'impunité pour les droits humains, était joint à Lubumbashi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Jeudi, c'est le 20 juin et la journée mondiale des réfugiés. Or, cette année, selon l'ONU, le nombre de personnes vivant loin de leur foyer, réfugiés ou déplacés internes, a dépassé les 45 millions au niveau mondial. C'est le chiffre le plus élevé jamais enregistré depuis près de 20 ans. Une hausse due en partie au conflit syrien, mais aussi à des conflits africains. En République démocratique du Congo, par exemple, on compte non seulement des déplacés congolais, plus de 2,5 millions, mais aussi des réfugiés centrafricains. Ils sont 40 000 environ. Tous ont besoin de l'aide du programme alimentaire mondial pour survivre dans un contexte d'insécurité alimentaire généralisée. Pour nous parler des défis de cette mission, Fabienne Pompey, directrice de la communication du PAM en RDC. C'est un pays où la crise alimentaire est extrêmement sérieuse. Il y a ici environ 40 000 réfugiés. Ce sont pour l'essentiel des réfugiés qui sont originaires de Centrafrique, où il y a récemment eu un coup d'État et beaucoup d'événements violents qui a généré donc ce mouvement de population vers le Congo. Et se retrouve dans un contexte congolais, comme une population qui elle-même a déjà du mal à se nourrir. Donc pour le programme alimentaire mondial, c'est un véritable défi, c'est une urgence. C'est de pouvoir apporter à la fois aux populations réfugiées dans les meilleurs délais une assistance alimentaire, mais également souvent aider aussi les populations autochtones parce qu'elles accueillent ces populations de réfugiés. Il ne faut pas oublier que le Congo, c'est où il y a un vrai problème de sécurité alimentaire généralisé, mais aussi un énorme problème d'infrastructure. C'est-à-dire que pour atteindre ces populations, et que ce soit donc dans cette région nord du Congo qui est frontalier avec la Centrafrique, mais également dans l'Est, les Kivu, les provinces orientales ou dans le sud, dans le Katanga, le problème est un peu partout le même, il n'y a pas de route. Donc amener des vivres à ces populations-là, c'est extrêmement compliqué. Que dites-vous maintenant des déplacés congolais? Parce que là, il y en a également assez nombreux. J'allais dire, c'est le problème principal du Congo. Ici, nous avons 2,6 millions de personnes déplacées, avec des gens qui, comme pour les réfugiés, partent sans rien, qui sont souvent très pauvres, et sans la paix, évidemment, ce pays sera toujours aussi troublé avec ces drames humanitaires au quotidien. C'était Fabienne Pompey, la directrice de la communication du programme alimentaire mondial en RDC, et elle était au micro d'Abilinda Ebindamboko. Toujours à propos de la RDC, la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, exprime son inquiétude alors que le mouvement rebelle du M23 annonce l'organisation d'un procès contre 11 jeunes. Ces jeunes auraient été récemment arrêtés dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, pour détention illégale d'armes. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Roger Meese, se dit particulièrement troublé par l'annonce de ce simulacre de procès, selon lui, contraire au droit international. Les autorités consulaires de la RDC tentent de faire la lumière autour de l'arrestation en Inde de 21 Congolais. Ils ont été interpellés samedi dernier après une bagarre dans la ville de Jalandhar dans l'état du Pendjab, c'est dans le nord de l'Inde, et ils auraient été battus durant leur détention. Selon l'agence de presse indienne PTI, l'un de ces Congolais détenus aurait tenté de se suicider. À New Delhi, les précisions de notre correspondant Emmanuel Derville.
Ils sont 21 Congolais originaires de Kinshasa. La plupart sont arrivés en Inde l'année dernière et il y a 2 ans pour suivre des études commerciales ou d'ingénieurs. Ils sont aujourd'hui en prison. Tout commence samedi dernier vers 16h heure locale. Une bagarre éclate entre un Congolais et un Indien à un arrêt de bus. C'est en tout cas la version de Jasprit Singh, le commissaire adjoint de la police locale. Le ton était en train de monter. 2 ou 3 Congolais ont alors volé le sac de la victime qui a essayé de se défendre. On nous a appelés et quand nous sommes arrivés sur place, nous avons vu un attroupement de Congolais venus en renfort. Ils étaient arrivés avant nous. Nous avons essayé de calmer la situation, mais les Congolais étaient très agressifs. Ils nous ont insultés et brutalisés. Une version contredite par les étudiants congolais, ils affirment que l'un d'eux a failli être écrasé par une voiture avant d'être tabassé à coups de batte de cricket alors qu'il attendait son bus. Quelques instants plus tard, ses amis, alertés par une passante congolaise, viennent à son secours. Parmi eux, il y a Keta Betos, un étudiant de Kinshasa. L'ambassadeur de la RDC en Inde devait se rendre sur place cet après-midi pour faire la lumière sur cette affaire. De son côté, l'ambassadeur indien à Kinshasa a été convoqué mardi au ministère des Affaires étrangères congolais. Depuis quelques années, les témoignages d'Africains victimes d'agressions racistes se multiplient en Inde. Le directeur de l'université, où plusieurs étudiants arrêtés sont inscrits, affirme que les Congolais interpellés sont des jeunes sans histoire, des jeunes qui risquent aujourd'hui jusqu'à 10 ans de prison. À New Delhi, Emmanuel Derville pour la Deutsche Welle. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les autorités de la République démocratique du Congo accroissent leur pression sur le gouvernement indien pour exiger la libération de 20 étudiants congolais et d'une Angolaise arrêtée dans des conditions douteuses. C'était dimanche dans le nord du pays. Après avoir été reçu hier par le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur congolais a pu rencontrer ce matin les amis des étudiants emprisonnés ainsi que les policiers. Rappelons d'un mot que ces étudiants sont accusés par la police de cette région du Pendjab d'avoir volé et frappé des Indiens ainsi que des policiers et sont donc depuis en détention provisoire. Florence Maurice, bonjour. Bonjour. Quelles sont vos dernières infos? On fait le point avec vous. Alors, pas de doute pour l'ambassadeur qui a rencontré les amis des étudiants congolais tout à l'heure. Ces arrestations sont bien le signe d'un racisme primaire envers les Africains en Inde. Un racisme déjà vivement dénoncé depuis l'arrestation sur les réseaux sociaux et au sein de la communauté expatriée, car ce ne serait pas la première fois. Mais depuis ce matin, c'est officiel et l'ambassadeur va donc déposer une plainte en ce sens auprès des autorités indiennes. Sur place, il a donc rencontré les amis des étudiants emprisonnés ainsi que des policiers impliqués dans l'altercation à l'origine des arrestations. Il doit également rendre visite aux étudiants emprisonnés dans la journée, des étudiants qui auraient été violemment battus par la police au cours de leur détention provisoire. Mais l'ambassadeur se montre confiant sur leur avenir. Il affirme, je cite, qu'il met la pression aux autorités indiennes pour qu'ils soient libérés dès demain sous caution, comme le permet la loi indienne. Mais cette visite montre bien que l'affaire est prise très au sérieux par les autorités congolaises. Ils n'ont pas caché aux Indiens leur volonté de voir cette affaire classée au plus vite. Florence Maurice. Et Kamanda Wakamanda Muzembe, correspondant de RFI au Congo, me demande de vous signaler qu'à Kinshasa, les Indiens ont été empêchés ce matin d'ouvrir leur commerce. En colère, la population a voulu organiser des actions de représailles en rapport avec le traitement subi par ces étudiants congolais en Inde. La police est intervenue pour disperser la population. La situation, nous dit Kamanda, est encore tendue. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La Cour pénale internationale, l'audience de confirmation des charges contre Bosco Ntaganda a été reportée à la demande de la procureure Fatou Bensouda. L'ancien rebelle congolais poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans l'est de la RDC. Initialement prévue le 23 septembre 2013, cette audience a été repoussée au 10 février 2014. Pascal Tourlan, conseiller en coopération internationale au sein du bureau du procureur de la CPI.
Comme vous le savez, Bosco Ntaganda a été remis à la justice le 22 mars dernier. Il était un fugitif depuis plus de 6 ans. Donc il fallait pour le bureau du procureur mettre en place un certain nombre de mécanismes et de processus pour lui permettre de préparer son dossier, de préparer la protection des témoins et un certain nombre d'autres mesures. Est-ce que ça veut dire que l'enquête va se poursuivre ? Les enquêtes, de toute façon, se poursuivent de façon générale. Nous continuons notre travail, mais l'idée ici était plutôt de permettre au bureau du procureur de préparer la présentation de ces éléments de preuve lors de l'audience de confirmation des charges. Alors en face, la défense a un peu protesté, estimant que le procureur avait déjà eu 7 ans pour parfaire son dossier. Oui, et je crois que vous avez bien vu la décision des juges. Les juges ont confirmé qu'effectivement le bureau du procureur avait demandé son premier mandat d'arrêt en 2006, que depuis il avait donc eu un minimum de temps pour se préparer. Simplement, Monsieur Bosco ayant été en fuite pendant toutes ces années, il était raisonnable d'attendre du bureau du procureur qu'il ne laisse pas une équipe d'enquêteurs et de substituts du procureur à disposition de façon permanente pendant ces 7 années, en attendant que Monsieur Bosco Ntaganda veuille bien accepter de se rendre à la cour. Il était donc normal de donner un petit peu de temps au procureur pour préparer son dossier depuis cette remise que nous attendions depuis plusieurs années. Une fois que la préparation de la présentation des éléments de preuve sera bouclée, on aura l'audience de confirmation des charges. Alors, en quoi consiste cette étape ? Alors c'est une étape préliminaire qui vise pour les juges de la chambre préliminaire à déterminer si oui ou non il peut y avoir un procès, c'est-à-dire si le bureau du procureur est prêt avec un dossier suffisamment solide pour aller en procès. Lors de cette audience qui dure environ une semaine dans la plupart des cas, mais ça dépendra un petit peu de l'agenda fixé par les juges, le bureau du procureur présente les éléments essentiels de son dossier et doit convaincre les juges qu'il y a des raisons suffisantes de croire que la personne peut être renvoyée en procès. La défense va essayer de s'opposer à cette présentation par le bureau du procureur et les juges devront décider si d'une part il doit y avoir un procès ou d'autre part il ne peut pas y avoir de procès en l'état parce qu'ils estiment que le dossier du bureau du procureur n'est pas suffisamment solide, ou si, troisième option, ils demandent au bureau du procureur d'amener quelques éléments additionnels avant que ne puisse commencer ce procès. Nous ferons tout pour qu'il y ait un procès contre M. Bosco Ntaganda. Pascal Tourlan, conseiller en coopération internationale au sein du bureau du procureur de la CPI. Et puis toujours au sujet de la RDC, cette épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi sur le territoire d'Ilebo dans la province du Kasaï occidental. MSF dit avoir pris en charge plus de 1700 cas de malades, dont 205 cas compliqués nécessitant une hospitalisation des patients. L'équipe de MSF dit avoir effectué près de 30 interventions chirurgicales dans les 15 aires de santé affectées. Les résultats obtenus jusque-là sont, dit-on, satisfaisants. Reportage de Cyril Milandou, notre correspondant sur place. Face à l'ampleur de l'épidémie, Médecins sans frontières s'est lancé dans une véritable course contre la montre pour assurer la prise en charge gratuite. Joël Nimi est le responsable terrain de MSF. Aussitôt que l'antenne de Kinshasa arrivait sur le terrain, ils ont pu observer qu'il y avait bel et bien une augmentation anormale avec les pathologies qui répondent bel et bien à la définition des cas de fièvre typhoïde. Nous prenons en charge plus ou moins 80% des malades dans toute la zone de santé, ce qui donne de très bons résultats, mais nous comptons, je pense, dans la semaine 22, pouvoir s'étendre encore dans d'autres 5 autres aires de santé où nous pensons que malgré le taux d'attaque est quand même élevé, mais nous pouvons s'étendre parce que nous avons déjà une maîtrise de la part aux 10 aires de santé qui se trouvent dans la cité de Ilebo. Au niveau de la cité de Ilebo, l'eau est pratiquement le moyen de source de contamination pour la population. Les gens n'ont pas accès à l'eau potable, d'où les gens se réfèrent au niveau de la rivière pour avoir l'eau potable. Un parent a failli perdre sa fille par manque d'informations. Avant, il a dit recourir aux produits traditionnels. Job Mambembe Ilongo. Ce qui est mal, c'est quoi? Au préalable, les gens ont pensé peut-être que faire recours à la nature, bouillir les écorces de certains arbres, les feuilles, c'est ça qui peut guérir la typhoïde ou même faire certaines solutions. Ma fille, si j'avais procédé peut-être par des solutions multiples, je pouvais la perdre parce que je suis moi-même témoin oculaire de la résistance de ces microbes ici qui ont causé la typhoïde parce que l'enfant a suivi les soins depuis le lundi. Il fallait voir comment ces microbes-là ont résisté et ça risquait même d'amener l'enfant dans un état un peu de coma. Vraiment, je suis satisfait parce que je ne savais même pas que je pouvais encore être comme ça avec cet enfant, les porter comme ça, même parler avec lui parce que le premier jour quand on lui a administré les produits, j'étais vraiment
fatiguée moralement. J'étais abattu parce que elle-même a été fatiguée. Elle avait beaucoup de faiblesses, un peu d'une manière aiguë. L'équipe de MSF rencontre quelques difficultés sur place, car des personnes souffrant d'autres maladies s'amènent pour bénéficier des soins gratuits. Dr Davis Kabongo, médecin-chef du district sanitaire du Kasaï. Tout le monde sait que les médicaments sont gratuits, que dès qu'ils arrivent, ils ont plus la pensée tournée vers la fièvre typhoïde. Lorsqu'on leur dit par exemple non, ça c'est le paludisme, vous devrez être orienté ailleurs, c'est des inquiétudes. Mais nous vainquons ça par une explication claire. Pour les autres cas, s'ils ont au même moment la fièvre typhoïde et le paludisme, ils sont soignés. Soit en ambulatoire si c'est un cas simple, soit en hospitalisation. Donc tout de suite, on allait être dépassé. Heureusement que Médecins sans frontières a écouté les cris d'alarme que nous avons lancés par le biais du ministère de la Santé, est venu à notre secours avec des médicaments. Il n'y a plus de décès jusqu'à. MSF s'apprête à quitter la cité d'Ilebo puisque le nombre de cas est devenu très faible et le taux de mortalité nul depuis plusieurs semaines. Kinshasa, Cyril Milando pour la Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Aujourd'hui, 20 juin, est la journée internationale des réfugiés et personnes déplacées. Et à l'occasion, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme. Dans un nouveau rapport, le HCR indique qu'il y a aujourd'hui davantage de réfugiés ou de déplacés internes qu'à tout autre moment depuis 1994. En Afrique, la Somalie et la RDC figurent en tête des listes des pays ayant connu le plus de déplacés en 2012. Fatima Lejeune Kaba est porte-parole du HCR. Il y a eu 1,1 million de réfugiés de plus en 2012 qu'en 2011. Il y a eu beaucoup plus de personnes déplacées. Au total, plus de 6,5 millions de personnes ont été forcées de fuir, soit à l'intérieur de leur propre pays ou en dehors. Quand on regarde les statistiques, ça veut dire à peu près toutes les 4 secondes, il y a une personne déplacée à cause de conflits ou à cause de la persécution. C'est la première fois en 18 ans qu'on a autant de personnes déplacées dans le monde, puisque avant cela, c'était le génocide au Rwanda et la situation dans les Balkans qui avait provoqué le plus grand nombre d'afflux dans les années 90. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Afrique dans ce rapport? L'Afrique, malheureusement, ça fait 3 années consécutives que le nombre de réfugiés est en augmentation, alors que jusqu'en 2010, c'était l'inverse. On avait beaucoup plus de rapatriements, beaucoup moins de réfugiés, donc, au fil des ans. Mais la résurgence des conflits à l'est de la RDC, après la séparation des 2 Soudans, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été obligées de fuir à cause des conflits le long des frontières. Ensuite, la Somalie, avec le problème d'insécurité qui perdure, en plus de la famine qu'on a vue en 2011, il y a eu énormément de personnes qui ont dû chercher l'asile. 1/4 des réfugiés en 2012 étaient africains. Pour la RDC, donc les mouvements de population là-bas s'expliquent par le conflit entre le M23 et le gouvernement à Kinshasa? En RDC, le nombre de réfugiés était en augmentation à cause des combats avec les rebelles du M23. Donc ça a eu un impact aussi sur les pays voisins comme le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Pour que le nombre de réfugiés en RDC baisse, il faut qu'il y ait un retour à la paix, au calme dans l'est de la République démocratique du Congo, surtout dans le nord Kivu. Fatima Lejeune Kaba, porte-parole du HCR. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, des commerçants indiens ont été attaqués hier dans le centre-ville de Kinshasa en représailles à l'emprisonnement de 21 étudiants congolais en Inde, des étudiants que les autorités indiennes accusent d'avoir provoqué la police. Les médias congolais rapportent des témoignages d'étudiants congolais qui disent avoir été tabassés par des policiers indiens. Le reportage de Maud Julien à Kinshasa. L'ambiance était encore tendue hier après-midi, rue du Commerce, dans le centre-ville de Kinshasa. Lorsqu'on trouvera un Indien dans la route, on va les tabasser totalement. Nous allons les tabasser, comme eux ils font là chez eux là-bas. Nous ici, les Indiens, ils font quoi ici avec nous? Ils installent ici, nous travaillons chez eux, ils nous maltraitent, ils nous torturent ici, mais on ne fait rien. Nous acceptons parce que c'est la situation du pays. Mais eux là-bas chez eux, pourquoi ils maltraitent nos frères? On va aussi faire pareil avec eux. Cet employé indien d'un magasin du centre-ville a été menacé. J'étais dans le supermarché et des Congolais me disaient « si tu sors, on te tranche le cou ». Je suis resté caché, puis mon patron est venu me chercher et j'ai pu m'enfuir dans sa voiture. Il nous insultait et il disait « attrapez-le, attrapez-le ».
et j'ai entendu qu'un Indien a eu le crâne fracassé. Il est à l'hôpital alors qu'il est innocent. Des policiers sont intervenus pour mettre fin aux violences au bout d'une heure. Le gouvernement congolais affirme à présent que tous ceux qui s'en prendraient à nouveau à des Indiens seraient punis. En même temps, le vice-ministre des Affaires étrangères congolais se rend en Inde demain pour s'assurer que des poursuites judiciaires seront ouvertes à l'endroit des policiers accusés de violence contre les étudiants congolais. Côté indien, les services consulaires de l'ambassade du pays ont été fermés par précaution pour la journée. Mais l'ambassadeur indien Manohar Ram affirme que 17 Congolais ont déjà été libérés et qu'il s'agit d'un incident isolé qui n'aura pas de répercussions diplomatiques. Ce n'est pas la police qui a tabassé les étudiants. Il y a eu un échange de violence, mais quoi qu'il en soit, nous considérons que c'est un incident isolé. Cela ne doit pas être perçu comme une attaque contre une communauté ou un pays en particulier. Nous avons des relations amicales et stables avec le Congo depuis l'indépendance du pays, et cela ne va pas changer. Nous sommes le premier contributeur de troupes à la MONUSCO et nous accueillons chaque année entre 6 et 8 000 étudiants congolais. L'ambassadeur indien n'a pas donné d'instructions précises à ses ressortissants qui risquent d'être à nouveau confrontés à des Congolais en colère s'ils s'aventurent à rouvrir boutique. À Kinshasa, Maud Julien pour BBC Afrique. Et d'après notre correspondant en Inde, l'ambassadeur de la RDC en Inde a contredit son homologue indien à Kinshasa à propos de la libération des étudiants congolais. Ceux-ci pourraient recouvrer leur liberté aujourd'hui selon l'ambassadeur de la RDC en Inde. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Une enquête indépendante va être ouverte à la demande de la Cour pénale internationale sur des accusations d'agression sexuelle par un ancien employé de la Cour en République démocratique du Congo. Le 12 avril dernier, la CPI avait rendu public les allégations d'agression sexuelle, assurant avoir une politique de tolérance zéro envers ces abus et indiqué avoir communiqué les accusations aux autorités nationales. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La Tanzanie pense qu'il est temps de négocier avec les rebelles hutus rwandais des FDLR qui sévissent dans l'est du Congo. Selon des dépêches d'agence, le Premier ministre Mizenga Pinda a répété hier que c'était là le meilleur moyen de résoudre, et je cite, la crise prolongée dans la région des Grands Lacs. Son président Jakaya Kikwete s'était attiré les critiques du Rwanda en faisant la même proposition en mai dernier lors d'un sommet à Addis Abeba. Alors, est-il réaliste de préconiser le dialogue avec les forces démocratiques pour la libération du Rwanda? J'ai posé la question au professeur de sciences politiques Noël Twagiramungu, qui enseigne à Tufts University, ici aux États-Unis. Oui, je pense que c'était un appel réaliste. Et je crois que normalement il est de la nature des gouvernements de résister au dialogue, mais souvent ça finit par aboutir. Mais dans le cas précis, le gouvernement de Kigali estime que les FDLR sont des génocidaires, donc il n'y a pas moyen de discuter avec des génocidaires. Je pense en fait que cela ne devrait pas causer un problème. En fait de compte, on négocie, on fait la paix avec l'ennemi. Pour ce qui est de négocier avec les génocidaires, en fait, l'argument de Kigali, ça étonne parce qu'en fait, Kigali a toujours négocié avec les présumés génocidaires. Le dernier candidat, c'est celui de l'ancien Premier ministre, Pierre-Célestin Louis-Diema. Il avait été reconnu coupable par une juridiction gacaca, coupable de génocide. Bon, il a négocié avec Kigali. Il est rentré au Rwanda, il est maintenant sénateur dans le Parlement de la communauté de l'Afrique de l'Est. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Autre chose, négocier avec les génocidaires. En fait, je pensais que ce sont les génocidaires qui devraient plutôt avoir peur de négocier. Est-ce que les FDLR sont prêts à déposer les armes et à négocier justement avec Kigali? Ils maîtrisent la situation, disons-le, dans l'Est du Congo. Oui, bon, le grand problème, c'est de savoir qui est les FDLR finalement. Parce que je pense que Kigali connaît mieux en fait les FDLR. Parce que Kigali, en fait de compte, a eu d'autres contacts avec les FDLR tout au long des années passées. Parce que nous voyons presque la haute hiérarchie militaire des FDLR est à Kigali, commencé par les anciens commandants. Alors, ce qui reste là-bas, s'il y a un dialogue justement, s'il devrait y avoir un dialogue, c'est
Kigali pouvait donner chance à ce dialogue, nous allions savoir exactement qui sont les FDLR, ceux qui sont prêts à négocier. On devra savoir exactement quelles sont leurs positions. Et là, ceux qui ne voudront pas négocier, il reviendra maintenant à la communauté internationale avec les pays amis de la région de prendre des mesures appropriées pour réprimer les forces négatives qui resteraient là dans l'effort. Le professeur de Sciences Po, Noël Twagiramungu, qui enseigne à Tufts University, ici aux États-Unis. La Voix de l'Amérique à Kigali, au Rwanda, sur 104.3 FM. Ils sont maltraités, mal payés et soumis à des règles iniques. C'est en ces termes qu'Amnesty International décrit le sort des creuseurs, ces mineurs artisanaux en RDC. Dans un rapport, l'organisation dénonce les violations des droits de l'homme dans les mines, notamment les mines de la province du Katanga dans le sud du pays. En cause, la responsabilité de l'industrie minière chinoise, mais aussi la complicité des autorités congolaises. Écoutez Jacques Viers d'Amnesty France. Ces travailleurs travaillent à main nue, dans des conditions très difficiles, avec un manque de ventilation, un manque d'étayage. Il y a plusieurs dizaines de morts par an. 40 000 enfants de moins de 16 ans travaillent dans ces mines. Parmi les faits que vous dénoncez, il y a l'expulsion forcée. Oui, il y a l'expulsion forcée des communautés là qui se trouvent autour de ces mines, quand ça gêne le concessionnaire. Et en fait, on les fait transporter par les camions de la société d'ailleurs, en les indemnisant très faiblement en raison de 100 ou $200 et on les envoie plus loin sans du tout s'occuper de leur sort et ils se trouvent loin de chez eux sans aucun point d'attache ni aucun travail. On fait aussi des grandes tranchées pour isoler la concession et les gens des communautés locales ne peuvent plus accéder à l'eau par exemple. Ils doivent faire des kilomètres et des kilomètres pour avoir un point d'eau. Alors il n'y a pas que les Chinois bien entendu. Alors justement il n'y a pas que les Chinois et pourquoi vous avez décidé de mettre l'accent sur le cas des Chinois? Bien parce que en 90% des minerais exportés de RDC se retrouvent en Chine. On a constaté qu'en 2008, sur 75 sociétés qui exploitaient le minerai en RDC, 60 étaient chinoises. Donc c'est un phénomène massif. Il y a eu un grand contrat entre la société GKMI, la société de RDC, et puis une grande société chinoise. Quand ce contrat va être mis en œuvre en 2015, je pense que ça va être un des plus grands sites d'extraction minière du monde. Ce que vous déplorez le plus, c'est que même les autorités congolaises sont souvent complices. Ah voilà, disons qu'il y a tout un système pour que le minerai qui sort de ces mines artisanales se retrouve sur le marché international et puis en Chine. Il y a toute une chaîne de corruption qui passe par des hommes politiques locaux, par des mafias, par des marchands chinois. C'est totalement opaque. On se retrouve dans la même situation que pour ce qui s'est passé au Rana Plaza à Dakar, au Bangladesh, c'est-à-dire qu'il y a une irresponsabilité de ceux qui tirent profit finalement de l'exploitation du travail dans ces pays et on ne peut pas remonter jusqu'à la maison mère. Jacques Viers d'Amnesty France. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'invité de BBC Matin. L'invité de BBC Matin, l'un des étudiants congolais qui avait été arrêté en Inde avec 21 de ses camarades. Ils étaient détenus depuis samedi avant d'être libérés hier. Leur arrestation avait entraîné des représailles contre des commerçants indiens à Kinshasa. Libérés, les 21 étudiants congolais ont regagné la ville de Jalandhar où ils font leurs études. Notre correspondant à New Delhi, Emmanuel Derville, a pu interviewer l'un d'entre eux juste après leur libération. Diafka est âgé de 23 ans. Il suit des études d'informatique dans une université de Jalandhar. Les conditions étaient, je peux pas dire, assez mauvaises. On dormait pratiquement le sol et puis les cellules ne sont pas si propres comme je peux dire. Il y a pas trop, les conditions d'hygiène ne sont pas remplies. Mais vous avez pu rester tous ensemble dans la même cellule? Bon, on nous a divisé. Il y avait 3 groupes de 5 et un groupe de 6. Vous disiez que vous aviez essayé, que vous avez tenté de rester soudés durant votre détention pour, j'imagine, garder le moral. Comment est-ce que vous avez fait pour justement rester soudés au maximum? Bon, l'on dit toujours que lorsque tu sais que tu ne te reproches de rien, alors il y a rien qui peut te faire peur. Alors, comme nous étions tous soudés, nous étions en train de prier notre Dieu. Et nous savions que notre ambassade sera toujours là pour nous soutenir et ils vont combattre tout ce qui s'est passé.
Donc c'est par rapport à ça que nous étions soudés. Nous étions confiants que Dieu va faire quelque chose. Alors vous maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rester en Inde, continuer vos études en Inde? Quels sont vos projets? Bon, malgré cette situation-ci, je venais à peine de finir mon bachelor. Et comme j'ai quelques cours à finir avant de quitter, donc je préfère mieux, parce que si je décide de partir comme ça, sans pourtant finir les autres cours qui me restent, donc je serai le grand perdant dans l'histoire. Alors par rapport à ça, je préférerais mieux finir mes cours. On sait parfois que la communauté africaine en Inde a tendance parfois un petit peu à se plaindre d'être victime d'actes ou d'insultes racistes. Est-ce que ça a été votre cas durant votre séjour en Inde, avant ce qui s'est passé samedi dernier? Ça a exactement été le cas, mais pour ne pas chercher à créer trop de tensions diplomatiques et autres, donc on accepte le cas et on ne parle pas, on fait comme si de ne rien n'était. Je voudrais juste revenir sur ce qui s'est passé samedi dernier. Dans quelles circonstances est-ce que vous avez été arrêté par la police? Bon, j'étais au garage avec une amie rwandaise pour sa voiture. Du garage, je reçois l'appel de mon ami Eddie, qui m'appelle, qui me dit, mon cher, faites vite, venez, parce que là, il y a des Indiens qui nous attaquent. Je suis seulement moi et la petite sœur de notre ami. Ils étaient seulement à deux. Donc j'ai commencé à contacter les autres. À mon arrivée sur place, on a trouvé la police qui était là. On a dit cette fois-ci, on va aller placer notre complainte pour que du moins cette fois-ci qu'ils prennent les choses au sérieux. Après, arrivé au poste de police, après il y a eu, j'ai pas compris, ils viennent nous dire, non, il faut monter dans la voiture, on vous change d'endroit, comme ça là-bas on va mieux parler, c'est par rapport à votre sécurité. Et de la manière dont ils étaient en train de faire déplacer les amis, c'était par force. Et arrivé à mon tour, je m'oppose, moi, si vous me faites des trucs par force, je n'irai pas, parce que je connais mes droits, je ne peux pas aller quelque part et par force, parce que je n'ai rien fait. Ils ont commencé à nous taper. Du moins, on est quand même monté. Quand vous êtes arrivé dans le deuxième commissariat, qu'est-ce qui s'est passé dans ce deuxième commissariat? Dans le deuxième commissariat, c'est là où on a compris que non, l'affaire avait déjà tourné, qu'on a fait de nous criminels. Donc ils nous forçaient maintenant à entrer dans les cellules. C'est là où on a aussi essayé de nous opposer, de ne pas y entrer. Mais quand tu t'opposes, on commence à te taper. Bon, on a finalement dit non, quand même entrant, et puis on va voir la suite. On a passé la nuit là. Il y a nos amis qui ont été frappés, sérieusement. Et on a quand même continué. Après ça, le jour après, on nous a mis à la cour de justice. Et nous sommes retrouvés à la prison. Nous étions détenus pendant ces 5 jours. Est-ce que vous avez pu parler à vos parents, à votre famille à Kinshasa? Non, pas encore. C'est à peine que nous venons de sortir. C'est à peine que nous venons d'être libérés. Donc, le temps d'arriver à la maison, de prendre une bonne douche. Et on va les contacter. Diafka, l'un des étudiants congolais en Inde, était l'invité de BBC Matin. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Kuluna, ce nom provoque la peur des Kinois. Depuis plusieurs années, le gang sème le trouble dans certains quartiers de la capitale congolaise. Armée de machettes, de barres de fer et de pierres, la bande s'en prend aux habitants. En l'absence de policiers, pillages et meurtres sont devenus leur quotidien. Les autorités ont commencé à prendre le problème des gangs au sérieux, car ils ont commencé à nous voler le peu que nous avons de nos petites entreprises. Même si les criminels volent et tuent, nous ne voyons jamais les policiers venir intervenir ici, malgré le fait qu'il y ait un poste de police à côté. Les policiers ne viennent qu'après leur départ. Principale cause de la criminalité en République démocratique du Congo, la pauvreté des jeunes et le chômage. Un phénomène qui empêche les efforts du gouvernement visant à réformer la ville et attirer les investissements. D'après les Nations Unies, Kinshasa est la ville qui connaît la plus forte croissance démographique en Afrique, qui devrait atteindre 12,7 millions de personnes d'ici 2020. C'est le moment où jamais de pouvoir s'attaquer au phénomène. Et il faut absolument que tout le monde se mette à réfléchir dans une synergie pour qu'on puisse casser cela. Si on ne casse pas d'ici 5 ans,
nous allons avoir dans la société des situations qui seront ingérables. Plus de la moitié de la population quinoise a moins de 18 ans, la plupart sans éducation ni formation. Aujourd'hui, il serait au moins 20 000 enfants vivant dans les rues. On les appelle les Chégués. Pour la plupart, ils ont fui les abus et la pauvreté. Certains ont été chassés par leurs parents accusés de sorcellerie. Les forces de l'ordre n'hésitent pas à les assimiler aux Koulouna. Les Koulouna, ils sont différents des enfants de la rue. Les Koulouna, ils sont des enfants, des jeunes qui sont dans la famille, qui vivent dans la famille, mais qui ont pris une option de dire que personne ne nous comprend, personne ne veut faire quelque chose avec nous. Maintenant, nous devons dire à la société que nous existons, nous allons commencer à faire des bêtises. Je suis un Yankee, je dors dans la rue et quand la police me voit, ils me traitent comme un Koulouna. Quand la police nous arrête, ils nous confondent souvent avec les criminels, pensant qu'ils ont fait un bon travail en arrêtant des Koulouna. Ils nous font défiler dans les rues pour que les gens nous voient, mais nous sommes loin d'être des Koulouna. Bien que le gouvernement ait promis de s'attaquer au fléau des Koulouna, les arrestations sont rares. À noter que l'indice de corruption de Transparency International a classé la RDC 160 sur 176 pays en 2012. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Relancer le secteur du café en République démocratique du Congo, un défi que tente de relever le gouvernement pour sauver cette culture autrefois prospère. Pour cela, il vient de lancer une campagne pour encourager les agriculteurs à planter des cultures de rente. 8 districts dans la province orientale du Sud Kivu sont concernés, une province ravagée par des décennies de guerre civile. À cause des guerres à répétition, nos jeunes se sont lancés dans des carrières pour chercher en fait de l'or, qui des cassitérites. Et cela, malheureusement, n'a pas changé le vécu de la population. Donc, compte tenu de cette situation assez déplorable, il a été quand même utile, sinon nécessaire, que le gouvernement puisse réfléchir autrement. L'industrie du café représentait autrefois une culture d'exportation traditionnelle pour la RDC. Ces volumes d'exportation ont considérablement diminué, passant de 119 000 tonnes en 1989 à moins de 6 000 tonnes en 2010. Pour inverser cette tendance, l'ONC, le Bureau national du café, a distribué ces 2 dernières années plus de 170 000 plants de café à une centaine d'agriculteurs. L'objectif, une production de 120 000 tonnes de café en 2015. Pour y parvenir, plusieurs défis restent à relever, notamment la protection des petits exploitants. On peut planter le café, mais ce sont les commerçants finalement qui gagnent. Et le petit planteur qui a travaillé beaucoup ne gagne pas. Alors, la solution est de créer des coopératives de planteurs dans un rayon donné. Il faut une coopérative. Autre difficulté selon les experts, la lutte contre la fraude. Justement, vous savez que je dirais qu'au moins 90% de la production caféière au site Kivu est exportée illégalement, c'est-à-dire par la fraude. Tandis que chez nous, il n'y a qu'au moins 10% qui passent officiellement, c'est-à-dire des cafés qui sont exportés moyennant les documents délivrés par l'ONC. Selon le ministère de l'Agriculture, la reprise de l'industrie du café coûtera environ 100 millions de dollars en investissement. La moitié devrait être fournie par le gouvernement, le reste étant à la charge de l'ONC et de ses bailleurs de fonds.